Qu'on ait été un gros fan, un simple joueur occasionnel ou juste un spectateur qui vit le jeu à travers les let's play des autres, on est un peu obligé d'admettre que Red Dead Redemption 2 est un jeu d'action qui n'a presque rien à envier au blockbuster du Hollywood des années 80 au niveau de l'action. Même si l'histoire se déroule au Far West, une époque qui était beaucoup moins violente qu'on l'imagine pour info, et ben ça tire de partout, tout le temps, que ce soit pour l'émission, pour les nombreuses quêtes annexes ou pour le mode en ligne, vous aurez mille et une raisons de sortir vos flingues pour faire parler la poudre. Mais est-ce que vous vous rappelez du début du jeu? La partie dans la neige. Pour moi, c'est une entrée en matière juste parfaite, car elle est profondément ennuyeuse et met beaucoup de temps à s'installer. Ça permet de faire du tri au niveau des joueurs. Les plus impatients et les plus difficiles vont être forcés de lâcher l'affaire pour retourner à des trucs plus à leur niveau, comme Call of Duty ou FIFA par exemple. Seuls les vrais sauront apprécier la valeur d'un vrai film interactif comme Red Dead Redemption 2. Bref, au début, on sait pas trop en fait. On est dans la neige, c'est assez flou, on est comme paralysé par le calme et le froid dégagé par le blizzard, et c'est là que, doucement, on découvre les personnages du jeu. On retrouve Dutch van der Linde, le chef d'une bande de hors-la-loi que l'on traque à la fin du premier jeu, un Dutch qui dirige une vraie petite communauté qui le suit avec une incroyable loyauté et un sens de l'abnégation jusqu'au boutiste. Au fur et à mesure des premiers niveaux qui s'enchaîneront assez vite, on fera la découverte de tous les hommes de main de Dutch, Osea Matthews, son plus fidèle bras droit, Javier Escuela et Bill Williamson, qu'on a découvert dans le premier jeu, Léopold Strauss, l'usurier, Charles, le chasseur, le révérend Swanson, le jeune Lenny, Mr. Pearson, le cuistot sympathique, un des rares qui s'en sortira assez bien, et également nous retrouverons John Marston et bien sûr Arthur Morgan. Tout le jeu, on sera amené à suivre tous ces mecs dans toutes leurs aventures, des aventures qui, vous le savez, aboutiront sur des événements tragiques qui amocheront presque tout le monde. Et pour contrebalancer avec cette violence, cette sauvagerie et cette brutalité, il y a les femmes. Même si elles sont en arrière-plan presque tout le long de l'histoire, elles apportent cette touche d'authenticité, de douceur, d'humanité et de féminité bien évidemment. Dans le premier Red Dead Redemption, 3 femmes auront un rôle de premier plan. La parfaite Bonnie McFarlane, qui malheureusement finira sans doute seule, la jeune mexicaine qui mourra pour les beaux yeux d'un révolutionnaire plus motivé à lever de la fraîche que de libérer son pays, et bien évidemment, à la fin du jeu, on découvrira Abigail Marston, l'épouse dévouée de John Marston. Et concernant Red Dead Redemption 2, la présence de ces dames se fera un peu plus conséquente. Même si elles apportent une présence toute relative en comparaison avec le reste de l'histoire, j'estime que la présence des filles dans Red Dead joue énormément sur l'ambiance du jeu, de façon positive j'entends bien. Après y avoir suivi l'histoire à la lettre, on est obligé de toujours accoler chaque personnage de votre bande à une femme. Pour le cas d'Arthur par exemple, ce sera bien évidemment le cas de la belle Mary Linton. Osea Matthews, lui de son côté, parlera avec affection de son ex-femme, qui n'est pas présente dans le jeu, mais pour ce qui est du groupe, on peut dire que tous ces mecs vont en faire grave baver à toutes ces meufs. Des meufs qui, pour une bonne partie, connaîtront un destin funeste. Et perso, je trouve que le rôle de ces dames apporte une dimension bien plus profonde qu'elle ne l'a supposé à Red Dead Redemption 2. Je vais donc vous faire un résumé biographique de toutes ces femmes qui entourent nos héros et au potentiel message que les gens de chez Rockstar ont voulu nous confier, à supposer qu'il y en ait un, sachant que Rockstar a jusqu'ici toujours joué la carte d'une certaine neutralité, très habile d'ailleurs. Le studio ne prend pas réellement parti, il tape sur tout le monde. Bref, parler en détail de chaque fille prendrait des heures, alors je vais synthétiser au maximum les personnages qui sont j'estime les plus transparents en premier, et plus je parlerai, plus on verra en profondeur les subtilités de certaines personnalités qui méritent, j'estime, une certaine attention. Partez du principe que toutes ces femmes sont liées d'une manière ou d'une autre, et plus l'histoire avancera, plus l'histoire s'avérera malheureusement tragique. Pour commencer, parlons de Tilly Jackson, une jeune afro-américaine récupérée par le gang quand elle avait 12 ans. Pendant son enfance, la gamine avait été sous l'emprise de la bande de Foreman. C'est après avoir tué l'un de ses membres qu'elle rejoindra celle de Dutch. Douce et innocente, elle est appréciée par tout le monde dans le groupe. À la fin du jeu, on apprendra qu'elle sera mariée avec un avocat de Saint-Denis et aura donné naissance à une petite fille. Si Tilly Jackson est grandement appréciée, une autre fille porte une bonne place dans la bande, Mary Beth Caskill. Mary Beth est l'incarnation de la sensibilité, de la douceur et de la gentillesse. Avant qu'elle n'entre dans le gang, Mary Beth était spécialisée dans le vol de portefeuilles et de montres. Mais malgré ses larcins, Mary Beth est une femme avec une nature gentille et romantique. On l'aperçoit très souvent en train de lire ou d'écrire. De temps en temps, ça nous arrivera de cramer Dutch en train de flirter avec Mary Beth. On notera d'ailleurs que cette fille est le seul personnage à porter de la sympathie pour le pauvre Kieran Duffy. Pendant sa captivité, on peut la surprendre en train de lui apporter de la flotte. Mary Beth semble être tombée un peu amoureuse de lui, car au moment de sa disparition, elle semble le chercher partout et pleurera même le pauvre après sa mort. Si Mary Beth a eu un certain succès auprès des membres du gang, une autre meuf aura aussi su attirer l'attention et bénéficier d'un bon capital sympathie, Karen Jones, une jolie blonde qui joue la comédie pour escroquer les gogos. Courageuse, elle n'hésitera pas à accompagner les gars pour braquer une banque à Valentine. Au cours du jeu, elle vivra une petite histoire avec Sean avant qu'il ne se fasse sauter le caisson. Peu après, la pauvre Karen sombrera dans l'alcoolisme au fur et à mesure que le jeu avance, et il ne fait aucun doute que l'Irlandais l'a poussé dans cette voie. Peu après la dissolution du gang, on apprendra via une lettre de Tilly Jackson que la pauvre Karen serait morte à cause de l'alcoolisme.
En faisant bien attention, on repérera plein de petits détails sur ces personnages en les observant dans leur vie quotidienne. Et s'il y en a bien une dans le lot qui donne pas mal d'animation dans le groupe, c'est Abigail Marston. De toutes les femmes de Red Dead, c'est peut-être Abigail qui a le plus morflé dans sa jeunesse. Ayant perdu ses parents à la naissance, Abigail a grandi entre les sordides bars clandestins et les bordels de l'Ouest. Repérée par l'oncle quand elle avait 16 ans, Abigail rejoindra l'équipe de Dutch et tombera amoureuse de John Marston. D'après Dutch, dans le premier Red Dead, Abigail aurait tourné avec tous les mecs de la bande. Pour autant, elle aura fait un fils avec Marston, Jack. Ils auront également une petite fille, non nommée parce qu'elle décédera peu après sa naissance. Les relations entre Abigail et John sont plutôt mouvementé. John ayant quitté la bande pendant une année alors que le petit Jack était encore un bébé, Abigail a gardé une grosse rancune envers John par rapport à son absence. Si Marston est un peu une sorte de cliché de père démissionnaire, pas vraiment sûr d'être le daron légitime du petit Jack, Abigail, elle, est de son côté très maternelle et protectrice sans pour autant être trop invasive et relou avec le gamin. Si au premier abord on a l'impression qu'Abigail est une grosse casse-burne de première et que John serait un pauvre bougre qui serait trop gentil, la réalité c'est qu'Abigail pousse John à changer. Derrière les clashs, Pathetic. les insultes et les mains dans la gueule, You miserable Scotch sack of shit. Abigail cherche à réveiller John pour le pousser à chercher une meilleure vie. Au fond d'elle, Abigail veut quitter la vie de hors-la-loi pour épouser une vie plus réglo, plus normale, pour élever son gamin. We'll get him back. I promise. You ain't no better neither. Against your supposed strong man, you can't protect one boy. Une personnalité forte et sûre d'elle qui ne laisse aucun membre du groupe indifférent. En fouillant dans son journal, on comprend même qu'Arthur aurait aimé épouser Abigail. Micah a essayé de la serrer et des rumeurs circuleraient comme quoi Williamson et Escola auraient essayé de la soulever eux aussi. Abigail est une meuf à qui on a du mal à chercher des noises parce qu'elle connaît bien la vie et tous ses éléments les plus dark. Et sa personnalité sera un grand réconfort pour une autre malheureuse, Sadie Adler, une veuve qui cherchera à venger la mort de son mari, massacré par les hommes de Colm O'Driscoll. Cette magnifique blonde à l'accent très sauvage deviendra vraiment badass quand elle troquera sa traditionnelle robe pour une tenue plus fonctionnelle. Ne supportant plus le travail avec Pearson, Sadie s'engagera dans des missions physiques et périlleuses au point d'affronter directement l'équipe d'O'Driscoll. Peu après l'arrivée de cette dernière dans le groupe, Abigail réconfortera Sadie, dévastée et brisée après la perte de son amoureux, faisant de ces deux-là deux vrais amis. Sadie pleurera dans les bras d'Abigail au début du jeu, et à la fin, c'est Abigail qui pleurera dans les bras de Sadie. Même si Sadie aura énormément souffert et portera sans doute le deuil de son mari jusqu'à la fin de ses jours, deux autres femmes de premier plan souffriront bien au-delà, de destins brisés par Dutch et ses hommes, Molly Oshie et Miss Grimshaw. Miss Susan Grimshaw, la doyenne de l'équipe de Dutch. Même si elle est détestée par les autres femmes du groupe, elle reste la boss et l'administratrice du camp. Come with me. Oh, I'm sort of busy right now. I wasn't asking. I'm telling. My camp, my rules. Come on. Get. Miss Grimshaw fait tourner la boutique et veille à ne rien laisser passer, au point d'en devenir presque tyrannique aux yeux de certaines filles. Surtout la pauvre Mary Beth, à qui elle collera une danse pour la foutre au boulot. Histoire d'en rajouter, la pauvre Mary Beth se fera encore bully par Grimshaw, lui rappelant que la beauté est une chose éphémère. Une beauté qui finira par s'affaisser et disparaître avec le temps. It fades, and it's a horror what's left. Don't be like that, Miss Grimshaw. I know how you girls laugh at me. I used to laugh at women just like me when I was young and pretty and sure of the world. We don't laugh at you, miss. You do. Un dialogue superficiel en surface, mais qui dénote en réalité une grande souffrance. Miss Grimshaw sait très bien que les petites jeunettes se moquent d'elle dans son dos parce qu'elle s'est pris le mur de l'âge. Mary Beth lui répond de façon déchirante qu'elle sera peut-être chanceuse de mourir avant de voir disparaître la beauté de sa jeunesse. Well, maybe I'll get lucky and die first. Yes. We'll get to work. Assez déplacé de dire ça juste à côté du pauvre Morgan d'ailleurs, écoutez bien le timbre de la voix de Morgan, il sent bien qu'il lui reste que très peu de temps. Tell her about time. I don't know too much about time, Miss Grimshaw. It's a bit beyond me. Beaucoup de joueurs ont détesté Miss Grimshaw pour son comportement envers les filles du camp, surtout envers Mary Beth qui n'a pas manqué de prendre masse de réflexion au cours du jeu, et en scrollant dans les commentaires anglophones, des commentaires qui écrasent les commentaires francophones niveau réflexion et intelligence, on peut lire ça de la part d'un internaute. Juste un autre chapitre dans l'histoire de Grimshaw, la vieille et vindicative has-been. Elle est amère à cause de la perte de sa jeunesse et du fait que Dutch l'ait remplacée par une meuf plus jeune, et maintenant elle utilise sa position de femme la plus âgée du groupe pour terroriser les jeunes. Grimshaw maintient la cohésion du groupe, oui, mais elle le fait avec le sang et les larmes des autres. Et bah je suis pas d'accord avec cette réflexion
réaction qui, je trouve, manque de compassion. En fait, j'éprouve un ressenti similaire à ce commentaire qui a été rétorqué à celui que je viens de vous présenter. Demande-toi plutôt pourquoi elle a été une telle garce. Elle a été fiancée dans sa jeunesse, elle était vraiment amoureuse mais son mec est mort. Alors elle est devenue une prostituée jusqu'à ce que Dutch la prenne. Puis il l'a larguée pour quelqu'un de plus jeune, et ce qui restait de sa confiance en elle s'est envolé. Alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait, s'occuper du camp et veiller à ce que tout file droit. La bande s'est moquée d'elle derrière son dos et en face, et elle est devenue 2 fois plus méchante qu'avant. Ils ne l'écouteraient pas si elle le leur demandait, donc elle doit exiger, et quand ça ne marche pas le cas échéant, elle doit les forcer avec violence s'il le faut. Même avec son apparence très dure, elle se soucie et aime profondément chacun d'entre eux, surtout les filles. Ce sont tous ses enfants. L'amour d'une personne est tout ce qu'il aurait fallu pour l'adoucir, pas forcément l'amour en fait, juste la plus petite attention ou amabilité. Dans les rares interactions où quelqu'un n'est pas méchant avec elle, elle est amicale, un peu maladroite, mais amicale. Et je rejoins totalement cette analyse car c'est effectivement vérifiable. Au cours d'une partie de poker avec Arthur, on apprend par le passé qu'elle a eu autrefois une relation assez intime avec Dutch. Cependant, en écoutant aux portes comme vous pouvez le faire tout le long du jeu, on entend Miss Grimshaw se confesser brièvement, elle aurait été amoureuse d'un homme, mort des années auparavant, et le chagrin ne semble pas l'avoir quitté. And I believe he's in heaven. I never knew that. Excuse me, please. Même si elle est dure et autoritaire, son amour pour les filles du groupe est bien réel. On comprend réellement qui est Miss Grimshaw lors de cette mission avec Arthur où vous traquez les mecs de Foreman qui auraient kidnappé Tilly. Grimshaw va jusqu'à planter un des hommes de main de Foreman pour protéger la petite et demande même à Arthur de trancher la gorge du chef en représailles. Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. Yeah. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Sadly, I agree with you. Sorry, partner. We can't take no chances with the likes of you. Même si elle est dure, elle n'hésitera pas à tuer pour sauver une des filles du groupe. Preuve de son amour et de son affection pour les siens. En cherchant un peu, vous pourrez trouver une vieille photo de Susan Grimshaw lorsqu'elle était dans ses belles années. Durant l'épilogue, lorsque l'on verra les survivants de l'aventure, on retrouvera Mary Beth en train d'écrire à son bureau et son style vestimentaire et sa coiffure fait directement écho au look de Miss Grimshaw. Si l'histoire de Miss Grimshaw peut serrer les cœurs un minimum sensible, pour moi l'histoire de cette fille, Molly Oshie, est beaucoup plus tragique. Molly, l'élégante petite amie de Dutch, subira une descente aux enfers progressive tout au long de l'histoire. Si Miss Grimshaw a les épaules pour supporter tout ce bordel, Molly est, de toutes les femmes du jeu, celle étant la plus éloignée du monde des hors-la-loi. Une fille de Dublin, sans doute de la petite noblesse ou d'une classe sociale aisée, Molly s'est retrouvée comme envoûtée par le charme de Dutch, et de par sa nature angoissée, elle peine à se faire à la vie en cavale. Molly représente la plupart des stéréotypes irlandais, des cheveux roux, des yeux verts et des taches de rousseur. Comparée aux autres femmes du camp, elle est très maquillée et semble être très fière de son apparence, et elle y fait attention puisqu'elle peut être vue à de nombreuses reprises, un miroir à la main. On est très peu à avoir réellement fait attention à la présence de Molly au tout début, où on la voit délicatement escorter Dutch dans ses quartiers. Au fur et à mesure, on verra qu'elle est inséparable de son amoureux. Mais plus le jeu avance dans l'histoire, plus Molly ressent que Dutch s'éloigne d'elle au point de l'ignorer continuellement. Au fur et à mesure qu'il change de camp, Molly envoie des signaux à Dutch. Elle tente de se rapprocher de lui, de lui partager ses sentiments, mais à chaque fois, ce dernier l'envoie balader, se contente de la mépriser. Voir la détérioration de leur couple prend vraiment une dimension tragique quand tu refais le jeu et que dans les premiers niveaux, tu vois Dutch danser de façon romantique avec la pauvre Molly. Ne participant pas aux corvées, Molly s'attirera le mépris et la haine des autres femmes, surtout du côté de Miss Grimshaw, de Tilly et de Karen. Elle passe le plus clair de son temps avec Dutch mais reste isolée du reste de la bande, de par son manque de contact social. Couplée à la perte des 2 seuls Irlandais du groupe, Sean et Kieran, Molly se sentira de plus en plus seule, de plus en plus isolée. Si au premier abord Molly passe un peu pour une précieuse de la haute société, c'est avant tout une femme qui souffre de par le rejet de son amoureux et également de la haine non dissimulée du reste du groupe. En l'observant tout le long du jeu, on peut voir que la pauvre Molly ne fait que s'enfoncer dans le chagrin et le désespoir. Get some rest. Get some rest. Get some rest. What am I, a child to be talked to like that? I am a lady. A lady. Elle cherche à capter l'attention de Dutch. Elle sent qu'il est attiré par Mary Beth. Elle ressent que tous les membres du groupe se moquent d'elle. Make a fool out of me. Always laughing at me. All the way across the Atlantic, nearly as far as the Pacific. Always laughing at me. Lying to me and laughing to me. Just leave me alone. All of you, just leave me alone. Liars! You're all liars! À un moment, Molly partage sa peine auprès d'Abigail dans l'espoir que cette dernière la rassure. Mais Abigail, contrairement à Molly,
Elle connaît la vie, et surtout, elle connaît les hommes. Et quand Abigail lui explique que Dutch joue avec elle, Molly refuse d'y croire, elle s'enfonce dans le déni et refuse ses arguments. Le seul tort de Molly est d'avoir aimé un manipulateur mégalomane. Désespérée, isolée et alcoolisée, Molly sur un coup de folie fera croire à Dutch qu'elle l'aura balancé à la Pinkerton, juste dans un espoir vain de le faire réagir et de le rapprocher d'elle. Une tragique ironie, sur ce sinistre endroit, Molly sera tuée par Miss Grimshaw, et Miss Grimshaw sera tuée par le rat le plus vicieux qu'on ait vu dans un jeu vidéo, Mickey Abel, celui qui aura réellement donné Dutch à la Pinkerton, et qui aura exécuté en prime celle qui aura fait don de sa vie et de sa loyauté au groupe. Très franchement, je n'ai jamais connu de jeu vidéo avoir autant mis en avant des femmes de cette manière, de par les graphismes très réalistes, les voix des actrices ultra crédibles et hyper investies, de par la crédibilité des réactions de ces filles, aussi virtuelles qu'elles soient, j'avais l'impression de vivre quelque chose de vrai, quelque chose d'intense, et surtout quelque chose de beau, bien que l'issue soit tragique.